Bonjour tout le monde, ici Marc-André Chaloux en remplacement de Didier Orméjus, qui est probablement entre ciel et terre, entre Winnipeg et Montréal en ce moment. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais m'excuser de ma voix caverneuse ce matin. Je suis malade. Et qu'à cela ne tienne, j'ai invité quelqu'un pour parler à ma place et ce, gratuitement. Benoît Baudouin est avec nous. Salut Ben. Yes, sir. Entre Winnipeg et Montréal, c'est pas une chanson d'Isabelle Boulay, ça? Ouais, entre Matane et Bâton Rouge, entre Winnipeg OK. et Montréal. Ah, je me Ben, suis trompé. t'es surtout un chroniqueur UFC, descripteur UFC. Tu as travaillé avec moi à RDS. Moi, je travaille à RDS, évidemment, pour les gens ceux qui ne savent pas. Tu es aussi un amateur de football, gros fan des Colts. Tu travailles maintenant, tu fais des petits contrats à TVA Sport. Donc, tu es vraiment un homme un peu à tout faire. Je suis également ton meilleur ami dans la vie pour ce que les gens ne savent pas. Donc, ça, Exact. alors que toi, tu es dans mon top 20. Alors, on part Parfait. ça, on part ça avec, rapidement avec le match Buccaneers-Bills. À tout seigneur, tout honneur. Victoire des Bills, 44-32. Josh Allen, 3 passes de toucher, 3 touchés au sol, 6 touchés. Il est le seul quart de l'histoire à avoir réussi 3 passes de toucher et 3 touchés au sol dans un match. En fait, le seul à l'avoir fait, c'est lui, contre les Rams l'année dernière. Didier, Benoît, honnêtement, Josh Allen, simplement incroyable. Oui. Je veux dire, si Josh Allen est pas dans ce match-là, aucune chance que les Bills l'emportent. Il a mis l'équipe sur ses épaules, comme il l'a fait si souvent. Il y a eu un revirement en début de match. Euh, il a continué il fait plus de revirements un petit peu que l'année passée. L'année passée, il est allé chercher le titre de joueur le plus utile. Il était vraiment, vraiment spectaculaire. Mais tout fonctionnait pour lui. Très peu de revirements. Là, depuis quelques matchs, on sait que les Bills, ça va un peu moins bien. Puis Josh Allen, souvent en début de match, commet des revirements, des interceptions, des échappées parce qu'il veut trop en faire, évidemment, mais il n'y a pas le choix parce qu'il n'est pas nécessairement si bien entouré en attaque surtout. Mais la confiance est là et même s'il commet quelques erreurs en début de match, continue de prendre des risques. Et là, ben, ça a vraiment payé. Mais c'était un match, Mhm. je veux dire, c'était comme un. Tu parles du fait que je suis chroniqueur UFC. J'adore la boxe aussi, les sports de combat, mais c'était vraiment c'était comme un combat super offensif. On lançait un coup de poing d'un côté, la réplique de l'autre côté, la réplique. Puis ça a été en fin de quatrième quart ou en milieu de quatrième quart où les Bills ont finalement réussi à s'échapper avec quelques finalement arrêts en défense. Mais oui, les Bills retrouvent le chemin de la victoire, mais on a du Ah, t'es travail à pas faire au niveau convaincu, hein? défensif. Hein? Ouais. Ouais, c'est justement, je m'en allais t'amener là-dessus. Premièrement, bon, l'avance a changé 9 fois dans la rencontre. C'est quand même assez impressionnant. Et oui, je voulais t'entendre sur la défense des Bills parce que contre le jeu au sol, là, écoute, là, c'était correct, c'était les Buccaneers, mais lorsqu'on va arriver en éliminatoire, on ne pourra pas s'en remettre à Josh Allen, selon moi, qui va devoir revêtir sa cape de Superman comme il le fait constamment. Je pense pas qu'il peut faire ça sur une séquence de 2, 3 matchs. Écoute, la défense contre le jeu au sol, les Bucks ont couru 39 fois pour 202 verges. Sean Tucker, 3 touchés au sol. J'arrête pas de t'appeler Didier, ça va super bien. Mais oui, Je le prends comme un Ben, compliment, mais ça paraît ça paraît que je suis juste dans ton top 20. Hein? Didier il doit être dans ton top 8 à peu près, là, si je me ouais. fie à ça. Non, mais Sean Tucker, écoute, il avait l'air de Jen Kelly là, dans Singing in the Rain sur les lignes de côté, sur son troisième toucher, les pieds, Les pieds. les pieds de La ballerine claquette. pour marquer des touchés. Mais ça pour dire que, écoute, il va falloir faire de quoi parce que la défense des Bills, là, Ouais. on peut pas, ça peut pas fonctionner. On n'est pas une équipe aspirante aux grands honneurs avec une défense de la sorte. Ben, tu sais, puis là, je veux dire, si tu te projettes en éliminatoire, tu sais, tu vas peut-être affronter éventuellement Trevion Anderson, qui va super bien par les temps qui courent. Tu vas peut-être affronter Jonathan Taylor aussi, arriver en éliminatoire. Tu sais, Mhm. comme tu dis, on n'a pas affronté Derrick hier Henry. un gros. Ouais, Derrick Henry, effectivement, qui les a traversés à la semaine 1, mais malgré la victoire des Bills. Même chose un peu cette semaine. On réussit à s'en sortir à cause de Josh Allen et que l'attaque qui met 44 points sur le tableau, mais effectivement, on va peut-être avoir quelques problèmes. Sean Tucker, qu'est-ce qui arrive avec Bucky Irving? Là, Ouais. peut-être qu'avec une performance de la sorte de Sean... Ça fait longtemps qu'on voyait les flashs de Sean Tucker, mais il n'était pas utilisé sur une base régulière. Là, hier, clairement, avait le dessus
Rashad White. Donc, peut-être qu'on a trouvé une solution. Mais puis aussi, on n'a pas parlé beaucoup des Buccaneers parce que aussi, mine de rien, dans cette division-là, c'est pas gagné encore. Non. Énormément de blessés. Puis c'est sûr que si tu surveilles Emeka Egbuka, il n'y a pas beaucoup d'armes autour de Baker Mayfield non plus, qui lui aussi est obligé un petit peu d'en faire un peu plus que le client en demande. Bref, des questions du côté des Bills, des questions aussi du côté des Bucks de fin de saison qui va être importante. On espère le retour de quelques blessés, surtout en attaque, là, Irving, Godwin et tout ça. Irving a pratiqué sur une base limitée cette semaine. Peut-être qu'on devrait le revoir lors du prochain match. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a surtout manqué d'opportunisme. Josh Allen a été victime de 2 interceptions dans ce match-là, puis ça s'est traduit seulement par 3 points du côté des Buccaneers. Si on avait inscrit les touchés, on aurait peut-être connu un meilleur sort. On va passer à l'autre match. D'ailleurs, les Bills, Didier, il faut que j'arrête. Les Bills, Didier et Benoît, 17 touchés accordés au sol cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Vraiment, il va falloir s'améliorer à ce niveau-là. Les Bears l'ont emporté. Une 5e remontée, une 5e victoire pour une remontée victorieuse là, face aux Vikings. Ils l'ont emporté 19-17. Écoute, je pensais que JJ. Toi, attends, je vois ta petite main de Michigan en arrière. Là. J'aimerais que tu me parles de JJ McCarthy. Sérieusement, DJ McCarthy, personnellement, là, c'est pas facile. Écoute, il a complété sa première passe en deuxième demi. Il restait 3 minutes au match. Je sais pas si Kevin O'Connell, je sais qu'on lui a fait un vote de confiance du côté des Vikings, mais sérieusement, c'est difficile. Oui, mais on parle d'un gars qui est à quoi son 5e départ dans la NFL, peut-être? Tu sais, je comprends, là, il est bien entouré, tout ça, il y a beaucoup d'armes. Il n'a pas été à la hauteur, je pense qu'il va être le premier à le reconnaître, mais il ne faut pas commencer non plus à. Tu sais, il a raté toute la saison passée, puis cette année a été blessé. Des bons flashs, c'est vraiment le manque de constance et tout ça. Puis, tu sais, je regardais ça. Tu sais, il a réussi des super belles. Tu sais, capable du meilleur comme du pire. Là. Il a réussi vraiment des super belles passes dans le match. Il a été victime de quelques échappées aussi de ses receveurs, mais effectivement, tu ne peux pas gagner quand tu arrives avant ta. Tu sais, il a fini avec 150 verges au sol, mais la moitié, il est allé la Mhm. chercher, 75 verges sur la toute dernière séquence des Vikings, qui a permis de prendre les devants finalement. Donc pendant 58 minutes, il y avait seulement 75 verges par la passe. On voyait des signes de frustration de la part de Justin Jefferson aussi sur les lignes de côté, Ouais. tout ça. Donc, oui, je te l'accorde vraiment que J.J. McCarthy, c'est vraiment pas évident. Je prônerais la patience encore parce qu'on voit des belles choses de lui. C'est des mauvaises prises de décision, trop longues prises de décision aussi peut-être dans sa pochette, hésitant par moment. Mais malgré tout, on est passé quand même à ça de l'emporter, Chaloux, parce que On, on a réussi on était une à toute ça. dernière. Ben Vas-y. justement, alors de la semaine numéro 1, JJ McCarthy avait connu un 4e quart du tonnerre après un départ vraiment Contre les chancelant, Bears. puis on l'avait remporté exactement. Puis là, on se disait, mon Dieu, le scénario va se répéter. Là. On a laissé filer du côté des Bears une avance de 13 points, puis finalement, non. Caleb Williams, qui a connu un match très coup-ci coup-ça, en dents de scie, c'est tout mon Ouais. avis, a réussi à mener les Bears là, pour un placement, donc ça, c'est vraiment cool. Mais ouais, les Bears, te retrouves au premier rang du Nord de l'Association nationale. Tu avais tout ça dans ta carte de Oui, bingo en début de exact. Mais saison. là, hey, je vais te corriger parce que tu donnes du crédit à Caleb Williams là-dessus. Mais le jeu du match, ça a été le retour de beauté d'envoi de Devin Duvernay, là, qui a ramené ça Ouais. 56 verges en territoire, déjà en position de placement. Caleb Williams n'a rien eu à faire sur cette séquence-là. Donc, c'est l'unité de couverture de beauté d'envoi. Il y a eu des gros retours hier dans la NFL, par ailleurs. Là, ça a donné. Tu sais, dans le match des Bills, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est Ray Davis qui a réussi quelques bons retours également. Mais bref, Devin Duvernay, le jeu du match, qui ramène ça dans la dernière minute en position de placement déjà. Cairo Santos qui a réussi à donner la victoire. T'sais, donc oui, c'est une remontée. Tu dis oui, c'est une remontée des Bills, mais ça a été une remontée des Vikings en premier, puis grâce à Duvernay qui a ramené ça. Caleb Williams, effectivement, un peu à l'image de J.J. McCarthy, coup-ci, coup-ça, hésitant, mais Caleb Williams, c'est toujours ça. Tu le vois, il court partout, c'est un vrai petit roadrunner, il sort de la pochette, il réussit à faire des jeux des fois. Des fois oui, des fois non. C'est un peu ça. On Mais trouve. Non, mais je trouve vas-y. que Caleb Williams, personnellement, c'est lorsque c'est scripté au départ, comme les 2, 3 premières séquences à l'attaque, ça va bien. Par la suite, on s'égare un peu. Mais là, hier, ça a fonctionné, l'improvisation.
qu'ils faisaient dans les rangs universitaires. Je trouvais ça intéressant. Mais peu importe la manière, là, Ben, les Bears sont 7-3, sont au sommet du nord de la nationale. C'est fou quand même de penser à ça, là. Ouais, mais est-ce que c'est une équipe qui joue si tu le regardes jouer, est-ce que c'est une équipe tu sais, c'est un peu comme les Broncos, on va en parler plus tard, qui ont battu les Mmh. Chiefs, mais tu les regardes jouer, est-ce que tu te dis que c'est une équipe de 9 victoires? Tu sais, Non. ou tu regardes, est-ce que, tu sais, les Bears ont le même nombre de victoires, je pense, que les Rams ou que les Mmh. 49ers. Tu sais, tu te dis, tu mets ces deux équipes-là côte à côte, tu dis laquelle des deux équipes est supérieure. Tu sais, on pourrait avoir 8. Tu sais, on est allé chercher, tu te rappelles, il y a 2 semaines, la victoire contre les Bengals. Ça a pris un collapse total de la défense des Ouais. Bengals pour aller chercher cette victoire. Je veux dire, on va leur donner crédit aux Bears. Ça fait longtemps qu'on est dans cette position-là, dans cette division-là qui est historiquement forte. Les Lions ont perdu hier en plus, donc ça donne une chance. Ça va jouer jusqu'à la toute fin entre les Packers. Et même les Vikings sont pas hors du portrait, tout ça, mais Mmh. crédit aux Bears. Mais à l'image des Bills un petit peu, on a beaucoup de choses à corriger, là. La défense a joué un bon match hier. Ça n'a pas été le cas durant tous les matchs cette année, mais hier, on en a fait juste assez pour battre un J.J. McCarthy vraiment, vraiment chancelant en attaque. Tu as dit qu'il y a eu beaucoup de retours explosifs dans la NFL hier. Il y a eu également beaucoup de corps qui ont quitté la rencontre, que ce soit momentanément ou pour le match. Ça a été le cas des Packers qui l'ont emporté 27-20 contre les Giants, mais Jordan Love a quitté le match momentanément. On a vu Malik Willis. Et surtout, ce qu'on va retenir de ce match-là du côté des Packers, c'est la perte de Josh Jacobs. À long terme, ça Mhm. pourrait faire mal à l'équipe. Est-ce qu'on sait la gravité de sa blessure? Non, j'ai regardé ce matin, puis ça disait juste, blessure à un genou, puis écoute, on l'a immédiatement, retiré du match, donc ça, c'est généralement pas bon signe, là, lorsqu'il est même pas, incertain pour revenir au jeu, dans la rencontre, mais écoute, ça pourrait faire mal aux Packers qui je trouve honnêtement que les Packers, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais les Packers, on joue pas vraiment de l'excellent football. Non. Encore hier, ça a été compliqué par moments. Ah, je suis d'accord avec toi. On a accordé quand même beaucoup de tirs, pas énormément de points, mais on a accordé beaucoup de verges. Je vais aller vérifier les statistiques, mais lorsque je syntonisais ce match-là, je voyais que les Giants avaient quand même le ballon sur une base assez régulière. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Jordan Love, lui, est revenu. euh, Pendant qu'il était absent, Malik Willis a lancé une passe de toucher. Ouais, Donc, il a bien à fait. Tu sais, on a un Christian bon. Watson. Ouais, exact. Puis, puis l'année passée, on s'en rappellera que quand Jordan Love a été blessé, il avait bien fait, Willis, quand même. Donc, Ouais, on a un bon substitut quand même. Il a dû jouer à peu près l'équivalent d'un quart, peut-être un peu moins. Love est revenu. Lui, c'était l'épaule. Puis il a mené les Packers à la victoire. Donc, ça, c'est mais positif, malgré la perte de Jacobs, comme tu as dit. On a quand même accordé quand même beaucoup de verges. Tu sais, 336 verges aux Giants contre deux. Tu sais, les Giants ont fait plus de verges hier dans le match. Moins de 300 verges d'attaque pour les Packers. Donc, la défense des Packers a plié, n'a pas cassé. On affrontait, tu sais, les Giants, là, pas de Jackson Dart, pas de Cam Skattebo, on le sait, pas de Malik Neighbors. C'est pas une équipe sur papier qui fait peur là, en attaque, là. Jameis ben, Winston, on le sait, c'est quoi? Il va lancer beaucoup de verges, c'est un gunslinger, il va accumuler beaucoup de verges, tout ça. Puis évidemment, c'est justement ça qui est arrivé. Bon moment pour Jameis Winston, mais l'interception qui a fait très très mal en toute fin de quatrième quart pour sceller un petit peu c'est l'issue de l'histoire ce de sa match-là. carrière. C'est ça, c'est l'histoire de sa carrière, mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, on s'en tire. Tu sais, puis on a perdu contre la Caroline il n'y a pas trop longtemps. On n'est jamais dans des matchs, on est toujours dans des matchs ultra serrés, les Packers, alors que sur papier, tu regardes ça, tu te dis, cette équipe-là devrait Ouais, dominer ce type de rencontre-là. On n'est pas capable, on est toujours dans des matchs d'une possession. Euh, Puis ça a pris toute une séquence au quatrième quart de Jordan Love quand même, qui a lancé des superbes passes. Puis le deuxième touché de Watson, ça, c'était des ligues majeures, là. ouais, c'était fou, c'était fou. Il était comme en triple couverture ou double couverture, en tout cas, bref. En Mais plongeant c'est et tout ça. ça. Là, S'il y a un point positif pour les Giants, c'est que Jameis Winston a beaucoup mieux paru que Russell Wilson. C'était même pas proche. L'attaque a été fonctionnelle, entre guillemets. On a pu bouger le ballon.
Mais oui, les Packers, ça reste à voir. Puis j'ai aimé, moi, on l'a vu sporadiquement, là, Malik Willis. J'ai trouvé qu'on était prêt à avoir Malik Willis dans la rencontre parce qu'on est allé de quelques courses avec le Mmh. corps. Je dis pas que c'est un grand corps, Malik Willis, mais je dis que les Packers, on était prêts à toute éventualité si Jordan Love allait quitter parce qu'on a vraiment un peu changé notre cahier de jeu. Puis j'ai trouvé ça intéressant de la part des Packers. Mais oui, moi aussi, il me laisse sur mon appétit, je te dirais, en ce moment. Les Panthers ont été vaincre les Falcons d'Atlanta. Les Falcons, sérieusement, hein? En prolongation, 30-27 à Atlanta. Bryce Young, Ben, a été tout simplement incroyable. 448 verges par la passe, un record d'équipe des Panthers. Lui aussi a retraité momentanément au vestiaire durant la rencontre, puis est revenu, a Fait manqué frapper juste un jeu solidement. offensif. Oui, exact. Mais écoute, les Panthers trouvent des façons de gagner, puis on dirait que les Falcons, c'est notre deuxième défaite de suite en prolongation. On trouve des façons de perdre. 100%. On est allé extirper cette défaite des dents de la victoire. On menait ce match-là en première demi, on a complètement dominé. Crédit à Dave Canales et aux Panthers. On est revenu très, très fort en deuxième demi. Chapeau, 448 verges, de loin le meilleur match de sa carrière. Je suis allé voir ses statistiques à Bryce Young. 2 fois seulement dans sa carrière, il avait atteint le plateau des 300. C'est sa troisième saison dans la NFL. Et là, 448 verges, il a explosé. Le jeu au sol ne fonctionnait pas du côté de la Caroline. On a mis ça dans les mains de Bryce Young. C'est sûr qu'on perdait. On était en mode rattrapage assez tôt dans le match, donc on a dû passer le ballon. Rico Dowdle n'a pas connu un grand match au sol. Il est allé chercher 100 verges au total, incluant des passes. Là. Donc, c'est pas un échec pour lui, loin de là. Mais tôt dans le match, le plan de match des Falcons, c'était d'arrêter Rico Dowdle. Ça a réussi. On a dit Bryce Young devra nous battre avec son bras. Il a réussi à le faire finalement, mais En fait, la ça défense fait vraiment deux des Panthers semaines. s'est levée en deuxième demi. On a Ça accordé. fait Vas-y, Chalou. Non, non, mais je m'en ai dit que ça fait simplement 2 semaines qu'on défie un peu les Panthers. La semaine dernière, les Saints ont fait la même chose. On a vraiment surchargé la boîte offensive pour tenter de contrer Rico Dowdle parce que c'était ça notre plan de match du côté des Mhm. Panthers au cours des dernières semaines. Seulement 70 verges au sol contre les Saints. On a fait la même chose du côté des Falcons parce qu'on était une passoire contre le jeu au sol. Seulement 67 verges au sol pour Rico Dowdle, mais cette fois, moi, je pense que c'est plus Bryce Young qui a pris les choses en main, puis on s'est dit, OK, Mhm. on, on fera pas ça. Ça arrivera pas 2 semaines de suite, on perdra pas les matchs. Puis on a vu l'éclosion un peu, si on veut. Là, on attendait un grand match de Terrell McMillan. Ça a bien été. Xavier Leggett aussi a inscrit un touché, mais c'est ça. Ouais. On a répondu cette semaine chez les Panthers. C'est ça pour moi qui a fait la différence. Exact. Puis on aurait pu s'écrouler en fin de match. On a raté un quatrième essai tard au quatrième quart qui aurait pu, si les Falcons réussissaient à écouler un peu de temps, ben, la victoire était dans la poche. Finalement, la défense se lève, on réussit à reprendre le ballon, à aller créer l'égalité, forcer la prolongation. Mais tu sais, la défense de la Caroline a limité Atlanta à seulement 91 verges en deuxième demi. On menait par une vingtaine de points à la mi-temps, ou à peu près, peut-être un peu moins. Tu sais, on était en contrôle du match. On a essayé de donner le ballon sans arrêt à Bijan Robinson, mais toujours arrêter Enfin, le jeu au sol. Bijan a quand même marqué 2 touchés en première demi, a fait tout son dommage dans ce match-là en première demi. L'attaque est tombée au neutre en deuxième demi. On s'est dit, on va juste protéger notre avance, puis finalement, on s'est fait rattraper. Michael Penix a quitté le match. ouais. Tu as vu aussi, c'est Kirk Cousins, on parlait des blessures. Bryce Young s'est fait frapper solidement, mais Penix aussi blessé à un genou. On va suivre ça. Puis Cousins, euh, vraiment décevant. Là. Il a fait 6 en 14 pour 48 verges Ah ouais. en deuxième demi. Il est rentré à peu près à mi-chemin du troisième quart. Donc, le vétéran Cousins n'a pas On, fait le travail. Puis on que bougeait dire pas aussi le de la ballon du prolongation? tout. Parce que non, 0-0. Puis que dire en prolongation, le jeu clé du match, c'est cette longue Ouais. passe à Tommy Tremble aussi pour 54 verges de Mm. gain de Bryce Young qui a mené au placement victorieux. Donc, bref, la défense s'est levée en deuxième demi. L'attaque a continué de bouger le ballon. On a, on a stoppé Atlanta. Puis on est allé d'une remontée spectaculaire pour les Panthers, qui demeurent vraiment dans la course aux éliminatoires. Hein. Effectivement, fiche de 6-5, alors que du côté des Falcons, on est 3-7. On a perdu également les services de Drake London, qui n'a pas terminé la rencontre du côté des Falcons. Ça On pourrait commence à faire être très mal. amoché. Et il y a une petite note aussi, Mathieu Bergeron n'a pas participé à la rencontre, il était blessé à une cheville du côté des Falcons. Les Bengals et les Steelers. Victoire des Steelers, 34-12 là, sur les Bengals. Ça m'a un peu surpris de la performance des Bengals. Je pensais que Joe Flacco
On se souvient, lors de la semaine numéro 7, il avait lancé 3 passes de toucher contre les Steelers. Je pensais qu'on allait avoir un meilleur match que ça. Finalement, les Steelers euh, l'ont emporté. Puis encore là, on parle de corps qui ont quitté la rencontre. Je pense que la grosse histoire, c'est Aaron Rodgers qui a quitté la rencontre Mhm. également. On dit qu'il est blessé à un poignet, mais est-ce qu'il est vraiment blessé à un poignet? Il jouait vraiment pas du bon football au moment de quitter. Mason Rudolph en a fait juste assez. Bref, les Steelers ont finalement remporté ce match-là 34-12, comme je le disais. Tu retiens quoi de ce match-là? Ben, je pense que le pointage reflète pas l'allure du match parce que t'es 34-12, tu te dis c'est une volée des Steelers, mais c'était vraiment pas le cas. Là. C'était un match d'une possession Hmm. jusqu'à tard au quatrième quart. Finalement, les Steelers ont réussi ont réussi à stopper ont réussi à stopper les Bengals. Et puis il y a eu un revirement aussi, là, retourné pour un toucher. Je ne me rappelle plus si c'est une Hmm. interception ou un échappé recouvré pour la défense des Steelers qui est Kyle allé vraiment Duggar, qui est allé sceller vraiment l'issue du match. Donc, ça a permis aux Steelers d'avoir, en toute fin de quatrième quart, d'amasser des points, mais ça a été un match de 8 points jusqu'à tard dans la rencontre. Puis on s'attendait, comme tu dis, à un match ultra offensif, comme le dernier duel entre ces deux équipes-là. Ça a été plutôt une bataille défensive. Qui l'eût cru, les Bengals ont vraiment tenu leur bout contre les Steelers. C'est pas une grosse puissance en attaque non plus. So, j'ai pas vu. Il y a eu un sac du corps. Je pense que c'est sur une pénalité, si ma mémoire est bonne. Il s'est fait frapper sur une passe volée. Aaron Rodgers a complété une passe, mais s'est fait frapper. Il y a eu rudesse contre lui. Je pense que c'est là-dessus qu'il s'est blessé. Au poignet gauche, on le voyait en toute fin de deuxième quart se tenir le poignet. Mason Rudolph, qui est rentré dans le match, a bien fait, somme toute. Match défensif, puis ce qu'on retient aussi, c'est cette altercation entre Jamar Chase et Jalen Ramsey aussi. ouais, Euh, ouais, ouais. le crachat gate. Ben, c'est ça. Jalen Ramsey a été expulsé. Ben, tout le match, les deux joueurs, pendant tout le match, on s'est tiré la pipe, comme on dit. Là. Il y avait du trash talk en bon québécois. Puis, je pense que Jalen Ramsey, cette année, puis il a dit après le match que c'est Jamar Chase qui lui avait craché au visage. Puis finalement, en tout cas, bref. Mais oui, ça aurait pu faire mal. Là. Jalen Ramsey, quand même, rend de fiers services aux Steelers, même si c'est plus le demi-défensif qu'il a déjà été. Mais quand même, ça aurait pu faire mal aux Steelers. Mais oui, duel de division, c'est ça qui arrive souvent, là, les esprits Ouais. s'échauffent rapidement sur le terrain. Mais je voulais aussi te parler de Joe Flacco. Je pense que Joe Flacco, on a vu que ça a ses limites, là, l'effet de Joe Flacco. Probablement sa pire performance depuis. Mais c'était à prévoir, là, un moment donné. Ben, c'est Cendrillon sûr. à minuit, là, le carrosse vire en citrouille, puis 199 verges seulement, 23 en 40, une passe de toucher, une interception, comme je l'ai dit, l'interception de Duggar au troisième quart qui a vraiment tout changé. Bref, ouais, c'est ça. Joe Flacco, il a beau avoir Jamar Chase, on a beau le cibler 12 millions de fois par match. Un moment donné, ça c'est limite du côté des Bengals. Puis Joe Flacco, vraiment pas connu un fort match. À ma grande surprise, parce que la défense des Steelers, elle était vulnérable, ça, c'est tout mon avis. Ben, on a mis beaucoup de pression, là. Je pense que ça a fait la. Je pense que Ouais. c'est ça la clé aussi contre Joe Flacco. Le gars, il peut pas. Il est pas mobile vraiment. Donc, ça a été ça leur clé quand ils ont battu les Colts il y a 2 semaines. C'est énormément de pression sur Daniel Jones. Soit le forcer à rester dans la pochette un peu trop longtemps, puis réussir à rabattre ses passes ou tout ça, ou sinon le forcer à se déplacer. Puis là, ben, dans ces cas-là, ben, les passes de Joe Flacco sont pas mal moins précises. Donc, c'est sûr qu'on a un bon front là, mené par TJ Watt. Faut en profiter. C'est la grosse force des Steelers. Puis dans le match d'hier, ça a fait le travail. Le match, une des surprises du week-end, c'est mon avis, c'est les Chargers et les Jaguars. Les Jaguars l'ont facilement Ouais. emporté 35-6. Honnêtement, les Chargers, on n'était pas dans le coup du tout. On a quoi? J'ai les Chargers, on a 135 verges d'attaque au total, seulement 8 premiers jeux durant la rencontre. On avait déjà la tête à notre semaine de congé, si tu veux mon avis. Et on se demandait du côté des Jags comment on allait réagir après le fameux l'échec lamentable. Là. On avait laissé les Texans revenir de 19 points et Davis Mills la semaine dernière au quatrième quart. Puis écoute, on a vraiment offert toute une performance. Mais ce qui retient l'attention, à mon avis, c'est cette fameuse ligne à l'attaque des Chargers qui est tout simplement pitoyable, exécrable. C'était le début de Trevor Penning hier. Ça n'a pas été facile. On a même cloué Mekhi Becton au banc. Justin Herbert a été victime seulement de 2 sacs du corps, mais il a été pressé sur 52% de ses reculs de passe. C'est tout simplement incroyable. Écoute, ça ne sera pas facile pour les Chargers si on ne trouve pas une solution à cette ligne à l'attaque-là. Non, non, exact. Puis tu sais, c'est pas. On a perdu 2 joueurs étoiles, là, un en début de saison. Joe Alt est Mm. absent aussi. Donc, puis là, c'est tu sais, à la date limite des transactions, c'est trouver des joueurs, trouver des joueurs de ligne
c'est pas pour rien que ces joueurs de ligne-là sont Ouais, les meilleurs joueurs de ligne sont payés des gros très salaires, cher. puis sont repêchés très haut au repêchage. Quand tu en as des bons, tu les gardes. Ça a une valeur extrême dans la NFL. Et puis quand t'en perds deux, tu peux pas aller chercher ça sur le coin de la rue, tu peux pas aller chercher ça en. Les équipes, à la date limite des transactions, ne vont pas échanger des joueurs de ligne. C'est très, très rare. Donc, le DG, des Chargers a un peu les mains liées, puis est un peu pris avec son effectif présentement. Ça va être du coaching, ça va être essayer de voir comment améliorer ça, peut-être changer un petit peu le style de jeu. Mhm. Le jeu au sol, tu peux aider ta ligne à l'attaque à protéger ton corps arrière si tu as un jeu au sol qui fonctionne aussi. Là, hier, que Manny Vidal, il n'y a rien qui fonctionnait. Le front défensif des Jaguars, ça a été un festin tout le Ouais, match. La défense au complet. Euh, Parce que 135 verges d'attaque totale ouais. pour, pour les Chargers, tu ne gagnes pas un match de la NFL Épouvantable. avec ça. Tu ne gagnes pas un match puis oui Épouvantable. avec 135 verges d'attaque totale. Non. Donc, comme tu dis, un match à oublier. Justin Herbert s'est blessé dans le match, est revenu, n'a pas quitté. Là, quand c'était impossible de revenir, John Harbaugh a décidé de retirer son corps vedette. On a vu Trey Lance dans la rencontre. Ça n'a absolument rien changé. Moi, chapeau à la défense de Jacksonville. Chapeau à Liam Cohen aussi. Dans le fond, le plan de match a été ça. Ça a été presser Justin Herbert en défense, redonner le ballon à notre attaque, puis l'attaque des Jaguars avec le jeu au sol, presque 200 verges totales au sol. On avait des très, très longues séquences. Le, je veux dire, le temps de possession, là, 38 minutes en faveur des Jaguars. On a donné le ballon seulement une vingtaine de minutes à l'adversaire. Donc, on gardait l'attaque des Chargers sur les lignes de côté, des très très longues séquences. Bashal Tutin, Travis Etienne, les deux ont marqué des touchés, les deux ont connu des bons matchs au sol. Trevor Lawrence aussi a eu un touché au sol. Donc, tu sais, ça a été un bon plan de match, je pense, de Liam Cohen et du côté de Jacksonville aussi. Là, puis on a exécuté aussi. Là. On avait aussi des absents de tête du côté des Jaguars. Là, on avait comme 3 partants dans la tertiaire, mais avec Travis Hunter, je le compte là-dedans aussi. Puis on s'en est bien sorti. On avait Brian Thomas ne jouait pas. On est théoriquement sans nos deux meilleurs receveurs de C'est vrai. passe en Hunter et Brian Thomas. On s'en est sorti, on s'en est remis au jeu au sol. Pas convaincu de Trevor Lawrence, encore une fois, mais au l'instant d'un match, il a quand Non, même mais su. Ouais, vas-y. le meilleur, tu sais, Trevor Lawrence, c'est peut-être, puis on le dit de façon péjorative, mais tu sais, les Brock Purdy de ce monde, tu Mhm. sais, est-ce que J.J. McCarthy va devenir, tu sais, les fameux game managers, tu, y en- Ouais. pas trop en faire, pas commettre d'erreurs, convertir des troisième essais lorsque ça le demande. Il est bon au sol quand même, près de la ligne des buts. Tu sais, peut-être que si notre pain et notre beurre, c'est le jeu au sol, Euh, Trevor Lawrence va devenir aussi un meilleur carrière puis il va moins commettre d'erreurs. Ça sera jamais Joe Montana, probablement, mais peut-être qu'il va être capté. Parce que aussi, là, dans cette division-là, c'est-tu leur 7e victoire aussi, les Jaguars? Ils ont 6e ou 7e Je vais regarder. victoire? Ouais. Je l'ai ici. Ils sont 6-4, C'est six deuxième dans quatre la ouais. division sud. Je pense qu'ils sont dans le portrait éliminatoire. S'ils ne sont pas comme équipe repêchée, ils ne sont pas loin. Je veux dire, si la défense fait le travail d'ici la fin de la saison, c'est pas impossible que les Jaguars se retrouvent en éliminatoire. Qui l'eût cru en début de saison? Pas moi, là. Chapeau à Josh Hines Allen dans la victoire qui a récolté son 56e sac en carrière et dans l'uniforme des Jaguars. C'est un record d'équipe. La marque précédente appartenait à Tony Brackens. Les Texans J'aime ont. ça qu'il ait ajouté Hines dans son nom, comme ça on peut moins le Ouais, confondre avec pour pas qu'on l'autre soit. Josh Allen. Il passe un peu moins. Ouais. Quand on parlait de Josh Allen, jamais on pensait au gars des Jaguars. Là. Mais là, en disant Josh Hines Allen, ah ok oui. Les Texans ont eu chaud, mais ils ont su remonter ou marquer en fin de match pour vaincre les puissants Titans du Tennessee 16 à Oh my 13. god. Du côté des Texans, il ne fallait pas échapper ce match-là. Mais je veux t'entendre. Je sais que tu n'es pas. La semaine dernière, je t'ai entendu. C'était la semaine dernière ou l'autre semaine, la semaine précédente. Tu as parlé de Cam Ward avec Didier. Cam Ward, sérieusement, hein, c'est une montagne russe à chaque semaine. Tu te dis en fin de match, il orchestre une séquence de 95 verges pour égaler la marque avec une 35 à faire au quatrième quart. Mais dans d'autres moments, sur la première séquence du troisième quart, il rate un Mason Kingsley, là,
tout fin seul, complètement seul dans la zone de début. Ça aurait pu procurer une avance à ce moment-là de 10 points aux Titans. On manque complètement. C'est une montagne russe, Cam Ward. C'est pas facile. Puis les Titans, écoute, l'attaque. On a marqué 12 touchés en 10 matchs. Ça en dit long sur les Titans. Puis les Texans, il ne fallait pas échapper ce match-là. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça a été une grosse bataille défensive tout le long du match, 16-13 en fait. C'est ça à quoi on s'attendait. La défensive des Titans a tenu vraiment l'équipe dans le match, mais contre une équipe des Texans qui est déjà pas une puissance en attaque avec CJ Stroud, mais on avait General Mills au poste de corps. Mais tu sais, là, tu me fais réaliser tous mes billets que j'ai parce que tu sais, je suis très dur envers Cam Ward, mais c'est un gars qui joue pour les Titans, un adversaire de division des On n'a pas de Colts, ligne à qui est mon l'attaque. équipe. Donc, non, c'est ça, exact. Puis je suis très, très dur envers lui, puis je dis qu'il est pourri. Puis là, tu regardes, j'étais un gros fan de Michigan, puis là, on a parlé de J.J. McCarthy, puis je te dis, il faut que tu sois patient avec lui, il démontre de belles choses. Donc, peut-être que je devrais avoir le même esprit critique envers Cam Ward. Lui aussi, c'est un gars de première année, c'est un gars tu sais, J.J. McCarthy est 100 fois mieux entouré que Cam Ward. Donc, effectivement, peut-être que je devrais lui être un peu moins dur envers lui. Euh, Est-ce qu'on va être patient avec ces corps-là? Aussi, c'est un peu ça la question sous-jacente. C'est que là, les Titans, contre toute attente, à moins qu'ils l'échangent ou à moins qu'il y ait un revirement d'ici la fin de la saison, vont avoir le premier choix au repêchage. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tout de suite aller repêcher un autre carrière ou on va essayer de monnayer notre premier choix? On va essayer de donner du temps à Cam Ward, échanger notre premier choix contre une équipe qui a besoin d'un corps? Plein de scénarios envisageables, mais quel sera le choix des Titans, en fait, envers Cam Ward, alors qu'on va avoir un très, très haut choix au repêchage l'an prochain? J'ai hâte de voir, parce que ça va être un des sujets, je pense, de l'entre-saison. Je pense qu'on oublie cette saison-là du côté des Titans, là, 1-9, il n'y a plus rien à faire. Côté des Texans, on est maintenant 5-5. Écoute, pas compliqué. Je pense qu'on va aller aussi loin que la défense va nous mener. C'est simple comme ça du côté des Texans. Est-ce que notre défense peut nous amener en éliminatoire? Est-ce que notre défense peut nous faire gagner un match éliminatoire? C'est ça la grande question. Exact. Ça va être difficile. CJ Stroud, s'il peut revenir encore blessé, encore dans le protocole des commotions. Mills, 26 en 41, 274 verges, un touché. Il n'est pas mobile beaucoup parce qu'il s'est fait. Il a subi 4 sacs du corps quand même. Il en a fait juste assez, Mais il en y a un fait. long, Puis mais il y a un une long bonne coup. séquence, en fait. Vas-y. Mais il y a un long coup, je disais. Comme Ah oui, oui, ben un oui, il va brontosaure. au-dessus de sa ligne, là, c'est sûr. Exact. Il est ce que Kyler Murray a toujours rêvé d'avoir. Drew Brees. Ouais, aussi. Mais oui, belle séquence en fin de match quand même pour aller. Il fallait la faire. On perdait, là. Je veux dire, il fallait ou c'était égal, en fait, c'était 13-13. Il fallait qu'on fasse une séquence dans les dernières secondes pour aller chercher le placement victorieux. On a réussi. On sauve. On sort avec une victoire du Tennessee. On va être content, on passe à d'autres choses du côté des Texans. Division pas difficile. Ça va être avec les Colts puis les Jaguars. Il faudra qu'on gagne des matchs contre les Colts et les Jaguars à la fin de la saison du côté de Houston pour espérer passer en éliminatoire. Ce ne sera pas facile. J'avoue que je t'écoutais pas. J'étais comme, c'est un brontosaure ou un diplodocus, le long coup? En tout cas. Les Seahawks. L'affrontement, ce qu'on s'annonce, on s'attendait à l'affrontement du week-end entre les Seahawks et les Rams, mais finalement, les Rams l'ont emporté 21-19. Écoute, Sam Darnold, hein, dans les matchs importants, encore une fois, 4 interceptions. Du côté des Rams, on a Ça, vraiment encore une pas. fois. Ben, écoute, moi, j'ai des souvenirs de son match éliminatoire contre les Vikings, justement contre les Rams. Il avait suivi 9 sacs en éliminatoire contre les Rams la saison dernière. Là, ça n'a pas été au niveau des sacs du corps, ça a été au niveau des interceptions. Puis du côté des Rams, écoute, Davante Adams, après la rencontre, il l'a mentionné, il dit c'est le fun de savoir qu'on peut quand même gagner si on joue comme de la merde. Donc, ça résume un peu ce match-là du côté des Rams. Vraiment, les Seahawks, si ça n'avait pas été des 4 interceptions, on aurait probablement connu un meilleur score. 100%. Je pense que c'est l'histoire du match. 4 interceptions du côté de Sam Darnold. Puis malgré tout, on gagne seulement 21-19. Puis je vais revenir avec mes unités spéciales parce que je ne sais pas si tu as vu, mais on menait seulement par 2 points du côté de Los Angeles en toute fin de match. On réussit, Ethan Evans réussit un dégagement sensationnel
Euh, avec 2 minutes à faire, les Seahawks reprennent le ballon à leur propre ligne de 1. Et encore là, on a réussi à avancer du côté de Sam Darnold. On a juste comme manqué de temps un petit peu parce que les secondes s'écoulaient. Puis on a tenté un placement de 61 verges, un peu à court. Imagine si on reprenait le ballon à la ligne de 20 au lieu de la ligne de 1. On parle peut-être d'une Mhm. victoire des Seahawks aujourd'hui, ce matin, alors que Sam Darnold a quand même lancé 4 interceptions. Donc, euh, cette troisième unité, là, dans plusieurs matchs hier, a vraiment eu une importance cruciale. Ça a été le cas pour le batteur de dégagement des Rams. J'espère qu'on lui a donné un ballon de match parce que c'était vraiment épique. Tu sais, c'est rare que je m'excite sur un dégagement, là, mais avec 2 minutes à faire, quand tu réussis à refouler l'adversaire à la ligne de 1 avec un dégagement parfait, je pense que ça vaut quand même il faut quand même le mentionner. Gros manque d'opportunisme du côté Ouais, c'est là que je m'en des allais. Seahawks. Et puis, du côté des Rams, ben, comme tu as dit, Karen Williams, gros match. Puka Nacua, gros match encore. Devante Adams, euh, on ne l'a pas vu du match, sauf à la ligne de 1. C'est comme leur porteur de ballon format géant. D'habitude, tu donnes Ouais. à la ligne d'une verge, d'habitude, tu donnes le ballon dans le champ arrière à un gars qui va aller en bulldozer. Leur joueur clé à la ligne de 1 pour les Rams, c'est Davante Adams. Il y a quoi, 9 ou 10 touchés cette année, 10 toujours à touchés peu près dans maintenant, la même situation. 10 touchés, c'est un sommet dans la NFL. Ça aussi, on aurait pu gager en début de saison que Davante Adams mènerait les receveurs pour les toucher. Je t'aurais dit, mais je ne penserais pas. Exact. Mais non, tu parlais du manque d'opportunisme. Un exemple pour illustrer tout ça, écoute, les Rams, on contrôlait la possession du côté des Seahawks là, au cours du match. Les Rams ont seulement effectué 3 jeux offensifs au deuxième quart parce que les Seahawks ont vraiment mangé tout le quart. Là. On a des séquences de 15 jeux et 13 jeux, mais ça s'est traduit seulement par des placements. Si on avait été plus opportuniste, comme tu dis, on aurait peut-être connu un meilleur sort. Et avec tout ça, les Seahawks, maintenant, Ben, ont été victimes de 16 revirements. Ils étaient victimes de 16 revirements avant la rencontre. C'était le deuxième plus haut total dans la NFL. Puis là, on en ajoute 4, les 4 interceptions de Darnold. Donc, on est à 20 revirements. J'ai bien hâte de voir pour la suite des choses. Et également, les Seahawks, qui étaient probablement les Road Warriors, là, les guerriers de la route, ont mis fin à une séquence de 10 victoires sur les terrains adverses. On n'avait pas Wow. perdu depuis septembre 2024. Ouais, sur les terrains adverses, les Seahawks. Donc, victoire des Rams qui veut pas au sommet de l'association Ouest de la nationale, la division Ouest de la nationale, mais un peu consolide un peu là, leur premier rang en ce moment. C'était une victoire importante. Ah ouais, puis à égalité avec les Eagles quand même au sommet de la NFC. Là. Les Eagles qui ont gagné hier, on va en parler tantôt, mais les Rams, honnêtement, euh, c'est peut-être les favoris. Je pense que leur défense est vraiment sous le radar, une des très très bonnes défenses de la NFL. Puis Matthew Stafford joue du gros foot. Hier, ça a été plus difficile. Ouais. Il en a fait juste assez, mais honnêtement, il joue du gros foot depuis le début de l'année, le vétéran aussi. Avant la rencontre, là, Matthew Stafford avait lancé 4 passes de toucher dans 3 matchs de suite. C'est ça. C'était une première dans l'histoire de la NFL. Il avait été mais il n'avait pas eu besoin d'en faire trop. Il y avait peut-être la défense des Seahawks aussi est quand même pas sous-estimée. Elle est Oui. excellente aussi. C'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que Matthew Stafford. Écoute, on a trouvé des façons de gagner, c'est l'important du côté des Rams. Les Chiefs et les Broncos. Victoire des Broncos en fin de match. Dans les derniers instants, 22-19. Écoute, moi, les Broncos, là, c'est l'équipe qui a 8 victoires de suite. C'est une équipe qui. C'est pas l'équipe, en ce moment, les Broncos, là, qui est. C'est l'équipe de 9-2. C'est la pire équipe de 9-2 là, de l'histoire, de mon avis. Écoute, Bo Nix est mauvais ou est ordinaire, disons ça comme ça, pendant 3 quarts, puis on trouve des façons de gagner. Encore cette semaine, Bo Nix, sur ses 5 dernières séquences offensives, 3 placements, un touché. Écoute, c'est ça. On n'a pas besoin de. On devrait juste jouer un quart du côté des Broncos. Là. On a juste besoin de 15 minutes. On devrait raccourcir les matchs. Pas besoin de jouer les 3 premiers quarts. Non, mais il a quand même fallu arrêter. Puis, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur Bonix. Décevant dans sa deuxième année, mais je veux dire, on gagne les matchs. Mais l'identité de cette équipe-là, c'est la défense. Puis là, on est encore privé de Patrick Surtain. Puis on réussit à vraiment museler l'attaque de Pat Mahomes et des Chiefs de Kansas City. Jaquan McMillan, demi Ouais. de coin, non repêché, réussit 2 interceptions, 2 sacs du corps. C'est son sac du corps qui a vraiment
empêcher les Chiefs de revenir dans le match sur un 3e et 10 au 4e quart. Les Chiefs remontaient le terrain, puis finalement, McMillan arrive sur un blitz, sac du corps, force le dégagement. Les Broncos reprennent le ballon, puis sur cette séquence-là, tu vois, sur un 3e et 10, Pat Mahomes, qui est, aux yeux de plusieurs, le meilleur carrière de la NFL, se fait prendre, réussit pas à convertir un 3e et 10, puis sur la séquence suivante, Bo Nix, on n'arrête pas de chialer sur lui, mais dans les grands moments, a converti un 4e essai, Ouais. sauf erreur, a converti aussi, il y a eu un 3e et 15 qu'il a converti. Sur cette séquence-là, Bo Nix a été sensationnel et puis a réussi à placer son équipe en position de placement. Donc, c'est ça ne joue pas à grand-chose des fois, puis tu Mm. peux être vraiment ordinaire durant tout un match, puis arriver dans des moments clés, aller faire gagner ton équipe, mais Jaquan cette McMillan, t'en victoire-là est parlais, signée Ben. défense. Non, mais Jaquan McMillan, il serait probablement même pas sur le terrain si Patrick Surtain avait joué la rencontre. Donc, écoute, c'est vraiment une performance incroyable. C'est la preuve aussi que la fameuse mentalité, là, on dit en anglais le next man up, là. S'il y en a un qui tombe au combat, d'autres doivent prendre la relève. Puis, c'est exactement ce qu'on a fait du côté des Broncos. Du côté des Chiefs, maintenant, les années se suivent et se ressemblent pas. L'année dernière, on avait gagné 11 matchs par un touché ou moins, par une possession, disons, ou par un score, qu'on dit en anglais. Cette année, on a 5 défaites par un touché ou moins. Donc, c'est vraiment le retour du balancier ou le karma cette année du côté des Chiefs. Et j'ai envie de t'entendre parler sur le fait que les Chiefs sont maintenant 5-5. On est unidimensionnel. On est troisième également dans l'ouest de l'américaine. Écoute, on n'a pas de jeu au sol. On se rend compte que ce soit Kareem Hunt, que ce soit, peu importe, que ce soit Kareem Hunt, Pacheco, Brashard Smith, peu importe ce qu'on essaie, ça fonctionne pas. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on est en danger de rater les éliminatoires? Didier m'a posé la question il y a 2 semaines quand j'ai fait le podcast avec lui, puis j'ai dit non, je n'étais vraiment pas inquiet du côté pour les Chiefs. On venait de perdre contre Buffalo à ce moment-là, sauf erreur. Mais là, je suis obligé aujourd'hui à 5-5. Puis j'ai justement le match de la semaine prochaine va être crucial. Contre Indianapolis à la maison. Si on est Ouais, capable d'aller chercher une victoire contre Indianapolis, une des meilleures équipes de l'association, ça va redonner confiance à l'équipe. Parce qu'après ça, tu vois, Dallas, c'est prenable. Houston, c'est prenable, grosse défense. Il va falloir être plus efficace qu'on l'a été hier. C'est à domicile, par exemple. Chargers, avec ce qu'on a vu hier des Chargers, c'est prenable. Tennessee, c'est prenable. Las Vegas, on n'a pas. On a des. Dallas, Tennessee, Las Vegas. Il nous reste 3 matchs. Je pense qu'on n'a pas le choix de gagner. Puis si on est capable d'aller chercher 1 ou 2 victoires contre Chargers, Indianapolis, Denver. On va affronter Denver à la maison aussi d'ici ouais. la fin de l'année. C'est pas terminé pour les Chiefs, mais c'est pas la grosse machine de foot qu'on a vue qui s'est rendue au Super Bowl presque à chaque année là, dans les 5-6 dernières campagnes. Là. Les 49ers ont lessivé les Cardinals de l'Arizona 41-22. On retient, ben, c'est le retour au jeu de Brock Purdy qui a lancé 3 passes de toucher, dont 2 à George Kittle à son premier match depuis le 28 septembre. J'ai l'impression là, que les 49ers, les blessés reviennent petit à petit. Ricky Pearsall était de retour, il n'y a pas eu de catch, mais quand même, ça change un peu le visage également de l'attaque des 49ers. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, les blessés reviennent, puis je pense qu'on est en train de s'armer du côté des 49ers pour une fin de saison là, où on va aller chercher quelques victoires. C'était possiblement la meilleure solution. Kyle Shanahan, toujours un peu cryptique là, quand il parle de ses blessés. Puis Mm. je pense qu'on avait revu Purdy à l'entraînement. On pensait qu'il allait revenir il y a 2-3 semaines. Finalement, on a Ouais, décidé de le laisser guérir. Mac Jones n'a pas joué du mauvais football, a réussi à amener les 49ers à quelques victoires. Eux qui demeurent vraiment là, au cœur de la course là, dans cette division-là. On est troisième, mais c'est une des divisions les plus féroces de la NFL. Il y a peut-être ouais, 3 équipes de l'Ouest qui vont faire les éliminatoires parce que les Rams sont à 8-2, Seattle est à 7-3, puis tu vois, ces 2 équipes-là n'ont pas encore eu leur semaine de congé. Les 49ers ont eu leur semaine de congé, on est à 7-4. Donc, peut-être que si Purdy reste en santé, tant que aussi CMC reste en santé, si Kittle reste en santé, c'est sûr que
c'est ça. On a réussi à se maintenir à flot avec Kittle et Purdy qui ont raté des matchs, avec Purcell qui a raté des matchs, Jennings qui jouait toujours un petit peu à 50%. Peut-être Brandon Ayuk va revenir. Lui aussi, on ne sait pas ce qui arrive. Ça prend tellement de temps avant qu'il revienne. Est-ce qu'il va avoir le temps de revenir de un, puis Mhm. de s'acclimater, puis pour avoir un rôle déterminant dans cette attaque-là? Mais si oui, attention, 49ers, le gros point d'interrogation, c'est la défense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça du côté de San Francisco, mais la défense euh, est pas mal moins dominante qu'elle l'a été par le passé. Mais ce match-là, c'est joué sur le premier jeu du match, Chalou. Là. Retour de beauté de 98 verges, de quoi? C'est Sky Moore, je pense. Il a réussi le retour de Ouais, beauté de exact. 98 verges, amené sa ligne de 1, jeu suivant, CMC, merci, Pour bonsoir, McCaffrey. 7-0. Ouais. Ouais. Euh, Non, mais et- j'ai envie de te parler, c'est ça, des Cards. Pour la deuxième semaine, pardon, consécutive, on s'est creusé un trou en début de match. La semaine dernière, c'était c'est contre ça. les Seahawks. On perdait 35-0 à la mi-temps. Le match était déjà perdu d'avance. Là, c'était moins pire. On perdait seulement 19-7 au début du deuxième quart, mais quand même, on a donné des touchés en début de match. C'est comme si l'équipe n'est pas prête. J'ai rien contre Jonathan Gannon, mais on va devoir se poser des questions. Là. On est maintenant 3-7 du côté des Cards. Kyler Murray, tout porte à croire qu'il a joué ses derniers matchs avec l'équipe, ou en tout le moins, ce sera sa dernière saison. Jacoby Brissett a complété en passant 47 passes dans la rencontre. C'est un record de la NFL pour un match de saison régulière, 47 passes complétées. Mais écoute, puis en plus, du côté des Cards, en plus, pour une autre raison qui me fait douter du coaching, c'est qu'on est ultra indiscipliné. 17 pénalités du côté des Cards dans ce Wow. match-là. Écoute, on avait même un moment dans le match, là, on avait un touché, Bam Knight avait inscrit un touché sur 60 verges. Puis ça a été rappelé à cause d'une pénalité. On est indiscipliné, l'attaque ne fonctionne pas, notre corps arrière, ça ne fonctionne pas. Bref, une année oubliée pour les Cards. Ouais, exact. 57 passes tentées pour Jacoby Brissett. Tu demandes à tu demandes à Jacoby Brissett de lancer 57 passes dans un match. Puis il a pas mal fait. Au niveau, tu regardes ses statistiques, 452 verges de gains par la passe, 2 passes de toucher, 2 interceptions, ça fait mal. Trey McBride a connu tout un match, 10 réceptions, 115 verges, un touché. Michael Wilson a été ciblé 18 fois, 185 verges de gain. Il nous manquait Marvin Harrison dans ce match-là, il faut le mentionner aussi. Donc, ça a été c'est comme on dit dans le jargon, du garbage. On perdait dès les premières minutes, on tirait de l'arrière. On a dû lancer le ballon à outrance. Ça fait quelques semaines déjà, mais on en est à nos porteurs de ballon numéro 3, 4 et 5, peut-être, là, chez les Cards de l'Arizona aussi. Donc, c'est sûr que c'est une équipe décimée en attaque. La tâche était difficile, mais c'est ça. On se tire dans le pied, on fait pas le travail, puis je pense que c'est pas une équipe qui est de calibre dans cette division-là, surtout, pour faire les éliminatoires. Puis là, est-ce que Gannon va être de retour l'an prochain? Tu parles de Kyler Murray, est-ce qu'il va être de retour l'an prochain? Je pense qu'il faut bâtir autour de nos gros joueurs. De notre Je pense qu'il faut aussi défense, de passer notre à la défense, prochaine on a étape fait au niveau des du jeu au sol. Là. De notre défense, on a fait des bonnes additions. On a fait un bon repêchage. Walter Mhm. Nolan, c'est un excellent. Will Johnson dans la tertiaire également, qui a glissé au Un ancien de repêchage. Michigan. Mais, ouais, exact. Exact. Les Cards, mais non. Et puis tu parlais de Trey McBride. Je pense qu'il se sent libéré là, de jouer avec Avec autre Brissett, que ouais. Kyler Murray. Il y a une affaire comme 7 touchés en 6 matchs sans Kyler, depuis l'absence de Kyler Murray ou quelque chose du genre. C'est Trey McBride, là, c'est ça. C'est le fameux meme, là, tu sais, le cheval là, qui est super beau au début. Par la suite, il finit, tu sais, le dessin là, qui finit un peu en bois. Ça, c'est avec Kyler Murray, Ouais. puis avec les autres corps. Bref, les Ravens ont eu besoin d'une remontée de fin de match pour aller battre les Browns. Là, je sais que partout aux États-Unis, partout au football, on va parler des débuts de Shedeur Sanders. Mais moi, j'ai envie de te parler en premier lieu de la fin de match, du toucher de Mark Andrews, le fameux Ouais. touche-push modifié, là, la feinte de touche-push qu'on a fait. Puis par la suite, on a décidé de remettre le ballon. Puis Andrews, au lieu d'y aller en plein centre, couru à sa gauche derrière Patrick Hard. C'était vraiment tout un toucher. C'est son premier toucher au sol pour Mark Andrews dans sa carrière. Ça a vraiment, écoute, ça en dit long peut-être sur l'attaque des Ravens, qu'on a eu besoin vraiment d'un jeu truqué ou d'un tour de magie là, pour l'emporter contre les Browns. C'est peut-être inquiétant.
Tu sais, c'est ça, tu te dis, t'es sur. Ben, inquiétant ou ça démontre un peu de profondeur puis de la créativité aussi parce que, tu sais, t'as Lamar Jackson, t'as Derrick Henry, t'as des receveurs qui sont mobiles, un Zay Flowers qui est mobile et tout ça, puis t'as besoin d'aller chercher une verge au sol, t'as tous ces gars-là, puis qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un avait ça sur sa carte de bingo, tu donnes le ballon Ouais. à Mark Andrews dans une faux filade du corps euh, euh, truqué, en fait, là, ou modifié, puis qui va chercher le toucher de 35 verges. Ouais. Oui, il y a deux façons de le voir, inquiétant, ou justement, tu sais plus sur quel pied danser, puis peut-être que les Alouettes auraient dû faire ça en fin de Coupe Grey, plutôt que de donner le Ah ouais. ballon à Shea Patterson, peut-être qu'ils auraient dû donner le ballon à un joueur Non. Ou garder un peu plus Davis costaud. Alexander dans ces moments-là, là, me semble. En tout cas. Ben, en tout cas, ou tu sais, les faux filades du corps à 2 verges pour aller chercher 2 verges, ou en tout cas, tu sais. Bref, Mais revenons à la bref, NFL, mais ouais, non, 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 mais dans le sens que dans les canadiennes, c'est quasiment, ça partie des meubles, là, d'avoir un corps spécialement pour les faux filets du corps, mais à la Coupe Grey, quand il reste quoi, moins d'1 minute et demie ou 2 minutes à faire, il me semble que tu gardes ton corps numéro un, les mains sûres. En tout cas, bref. Oui, revenons à la NFL. Écoute, du côté des Browns, Shedeur Sanders, comment l'as-tu trouvé? Les statistiques vont nous dire qu'il n'a pas été vergeux. 4 en 16, 47 verges, une interception. Écoute, on va lui donner le bénéfice du doute. C'est un gars qui ne s'est pas entraîné avec l'unité partante au cours de la semaine, qui a été lancé dans la mêlée. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Mais bref, on va en parler. c'est sûr. Aux États-Unis, ça va être le sujet de conversation durant toute la semaine. C'est sûr. Puis ça revient à notre conversation des corps recrues, tu sais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas mieux, pas pire que Dylan Gabriel. Tu sais, Dylan Gabriel Non. est sorti, on sait même pas comment il s'est blessé. Finalement, première séquence du troisième quart, Shader Sanders, on se dit, est-ce que c'est une blessure? Finalement, non, aussi, je pense que c'est une commotion, sauf erreur, pour Dylan Gabriel. Mais on a annoncé qu'il ne revenait pas dans le match. Mais tout le monde se disait, est-ce que c'est juste qu'on l'a remplacé? Parce que c'est pas farfelu de dire qu'il faut qu'on remplace Dylan Gabriel. Pourquoi pas donner une chance à Sanders? C'est 4,30 sous pour une pièce. Si tu veux mon avis, il y a peut-être. Je pense que Sanders a peut-être plus d'outils que Dylan Gabriel. Sont beaucoup plus mobiles en partant. On a vu, lancer des ballons dans le Big 12 ou lancer des ballons dans la NFL, on s'entend que c'est pas tout à fait pareil. Là. Les défenses sont pas Non. mal plus hermétiques quand tu affrontes les Ravens, qui par ailleurs, c'est une défense qui s'est énormément améliorée. Là. Plus la saison avance, plus c'est une unité défensive qui est solide. Les blessés sont revenus aussi, donc pas non plus évident d'arriver dans des circonstances pareilles pour Shedeur Sanders. C'est vraiment pas ça, moi, qui a retenu mon attention dans ce match-là. Ce qui a retenu mon attention, c'est Myles Garrett, 4 sacs du corps, Oui, oui. qui domine la NFL. Il y en a 15 en 10 matchs. Il va pulvériser sa marque personnelle, qui est de 16. Il a réussi 2 fois 16 sacs du corps dans une saison. Il est déjà à 15. Il lui reste 7 matchs à jouer. Saison incroyable. Puis j'ai de la peine pour Myles Garrett. Puis c'est l'année passée, je pense qu'il a renégocié son contrat. Il disait, moi, je Ah, m'en vais à c'est juste de Cleveland parce sa que, tu faute, sais, Ben. C'est juste de sa faute. ben, je veux dire, c'est ça, c'est juste de sa faute. Est-ce qu'il aurait dû faire un Micah Parsons puis tenir son bout? Puis, on lui a quand même offert un méga contrat. Il a décidé de rester à Cleveland, a démontré beaucoup de. Ben, il a empoché le chèque, là. Mais je veux dire, lui, il disait, moi, je veux gagner un Super Bowl, puis je vois pas que c'est à Cleveland que je vais le gagner. Il a raison, là. Cette équipe-là va nulle part en attaque, là. C'est pathétique. Défensivement, Mais money talk. une des meilleures défenses de la NFL. En attaque, incapable, puis ça fait des années et des années et des années. C'est triste. Mais écoute, quand il a vu le chèque, il a changé d'idée. Hein. Ça change l'argent, là. Ça change un homme, ça change les valeurs. Écoute, s'il avait voulu vraiment quitter, il aurait pu le faire. Puis écoute, même quand il voulait renégocier, je pense que les Browns auraient mieux fait de l'échanger. On aurait pu se faire du capital au repêchage. On a essayé quand même. On est quand même bien nantis là, pour les prochains repêchages. On a bien fait ça lors du dernier repêchage, mais quand même, mais pour revenir rapidement à Shedeur Sanders, 4 en 16, moi, ça m'a surpris parce que c'est un gars qui avait un haut pourcentage de passes complétées dans les rangs universitaires. Peut-être qu'avec une semaine d'entraînement, si c'est lui le partant, on pourrait peut-être voir une amélioration à ce niveau-là, mais c'est pas un quart, il sera jamais un quart élite là, dans la NFL, on faut pas oublier. On parlait de game manager, le game manager tantôt, ça peut peut-être devenir ça au sommet de son art.
et j'avais une petite stat sur les Ravens. On marquait en moyenne des touchés sur 75% de nos séquences offensives l'an dernier. On est à 33 depuis 2 semaines seulement avec Lamar Jackson. Donc, quelque chose. On a des choses à travailler du côté des Ravens. Et oui, vas-y. Ben, j'ai une question pour toi parce que tu l'as dans ton pool, mais Derrick Henry, tu penses quoi? Est-ce que tu es plus vers à moitié vide ou vers à moitié plein? Parce qu'il a atteint 100 verges, il y a un touché dans le match. Donc, tu regardes les statistiques, un bon match, mais euh, plus que la moitié de ses verges a été acquis sur une seule course, un long gain de 59 verges. Parce que sur 17 courses, un peu, je l'ai noté ici, là, 103 verges au total, 59 sur une seule course, donc 44 verges seulement sur les 17 autres. Qu'est-ce que tu retiens de Derrick Henry? Moi, c'est le verre à moitié vide parce que tu sauras, Ben, que je l'ai échangé, Derrick Henry, dans notre pool. Donc, C'est vrai, tu vois à c'est quel vrai, c'est point, vrai. tu vois à quel point j'étais pas convaincu. Écoute, je sais pas si enfin on va commencer à avoir un début de régression dans son cas, mais j'ai trouvé que c'est pas. Écoute, depuis que Ronnie Stanley est revenu, c'est moins pire là, l'attaque au sol des Ravens, mais on a eu de la misère, la ligne à l'attaque. Comme tu dis, on a vu Myles Garrett 4 sacs, on en a parlé. Mais Derrick Henry, je pense que pour la première fois depuis longtemps, on dit toujours ah, c'est l'année où il va commencer à régresser. Moi aussi, écoute, il faisait pas grand-chose jusqu'à temps que cette course-là arrive, mais c'est un peu ça d'Eric Henry. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Ouais. C'est tout 2 verges, 3 verges, 2 verges, 3 verges, pouf, 63 verges touchées. Tu sais. On ne changera pas un gars non plus, mais c'est ça. Écoute, Eric Henry, je sais pas. Tu sais, puis là, en plus, il va commencer à faire froid en éliminatoire où on est dans la course toujours du côté des Ravens. Quand Derrick Henry arrive, là, on dirait qu'on est plus frileux des côtés des défenses de venir le plaquer lorsqu'il arrive comme un train en trombe là, devant nous. J'ai hâte de voir, mais je commence à penser que c'est peut-être une année où ce qu'on va dire ah, il commence à régresser, le bon Derek. Puis, ouais, je suis un peu d'accord. Puis, pour conclure sur ce match-là, les Ravens vont faire les éliminatoires. C'est quoi, c'est 5e victoire de suite ou 4e victoire de suite dans une Ouais, division où personne ne veut aller chercher 5-5. la pole, je pense. Puis ce serait correct. Les Ravens, clairement, c'est la meilleure équipe de cette division-là, surtout avec Ouais, je suis l'absence de Joe d'accord. Burrow chez les Bengals. Après un début de saison catastrophique, je pense qu'on va réussir à se faufiler en éliminatoire. J'ai peu de doute là-dessus, du côté de Baltimore. On avait envoyé les Commanders et les Dolphins à Madrid. Ils se sont livrés un trailer, non pas vraiment. Ça a été un match décidé en Psst. prolongation. 16-13, la victoire des Dolphins. Washington, 6 défaites de suite. On est maintenant à 3-8. Moi, je suis mal convaincu qu'on ne verra pas Jaden Daniels, même s'il est en santé. On peut oublier Ouais. les éliminatoires. Fallait coller quelques victoires si on voulait espérer voir Jaden Daniels terminer pour la fin de la saison. Du côté des Dolphins, on se retrouve maintenant à 4-7 et regarde les 4 prochains matchs des Dolphins. Les Saints, les Jets, les Steelers, les Bengals. Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver écoute, on pourrait se retrouver 8-7 ou c'est ça, je veux dire, ça, on remporte. Puis écoute, on doutait de Mike McDaniels là, depuis quelques semaines, mais force est de constater que les joueurs jouent pour Mike McDaniels. Ça, c'est le Ouais. fun. Il est peut-être en train de sauver son emploi. Écoute, ce serait tout un revirement de situation parce que sans Tyreek Hill en plus, Darren Waller, s'il Devon revient, Chan tu est raté le début de saison. incroyable. Devon Chan c'est le CMC, c'est le McCaffrey Ouais. de l'association américaine, c'est le McCaffrey des Dolphins. Puis je pense on le nourrit, on lui donne le ballon et ça paye. Et ça ouvre plein d'autres options après ça dans le jeu de passe. Ça enlève beaucoup de pression sur Tua aussi. On ne lui demande pas trop en faire également. Il faut protéger Tua, faut que H-Chan reste en santé. C'est la clé du côté des Dolphins. Tu sais, hier, c'est un classique match en Europe. Là, je veux dire, c'est plate à dire. C'est plate parce que on, puis c'est de la faute à Ouais, qui? Je le ne sais pas si c'est le terrain. décalage horaire, si c'est le fait que Ouais, les, le terrain. C'est sloppy un mais là, le peu, là, on terrain, je dirait. sais pas ce qu'on a vu. Je sais pas l'état du terrain, mais c'est le stade du Real Madrid, un des stades à la fine pointe de la technologie. Je sais pas si tu as vu comment Ouais. on garde le terrain dans un état particulier. Je veux dire, c'est l'organisation qui a le plus d'argent dans le monde, peut-être avec le FC Barcelone. Donc, c'est sûr que c'est pas un terrain fait pour du football, mais je veux dire, pour du football américain. Mais en tout cas, je sais pas si c'est un lien. Hier, je pense pas qu'on peut blâmer le terrain. Je pense qu'au Brésil, on peut blâmer le terrain. Au Mexique, on a vu des conditions pathétiques. Bref, tout ça pour dire que c'est peut-être le décalage horaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de distractions quand tu es en Europe. Les gars veulent peut-être aller visiter, tout ça. La préparation est peut-être moins optimale parce qu'à chaque fois, on n'envoie jamais les meilleures équipes non plus.
on va se le dire. C'est souvent des équipes de deuxième ordre, là, si tu me permets l'expression. Ça reste de la Ouais. NFL, mais quand même, là, c'est rare que les Chiefs et les Bills sont allés en Europe dans les dernières années. Mais bref, tout ça pour dire que c'est souvent des matchs à bas pointage, souvent des matchs un peu défensifs, festival de placement. Puis hier, c'est comme un peu. Il n'y a pas une équipe qui voulait aller chercher ce match-là. Les deux équipes auraient pu aller convertir des jeux clés pour se donner un petit peu une chance d'aller chercher. Je pense que dans le match, au quatrième quart, les Dolphins ont été arrêtés 2 fois en quatrième essai. Ouais. Après ça, On Matt était Gill, batteur 13 en des. 13. On était 13 en 13 des Dolphins cette saison lorsqu'on avait un premier essai et goal to go, donc un premier essai et les buts. Puis on a été quelque chose comme 0 en 2 ou 0 en 3 dans ce match-là. C'est l'opportunisme. C'est ça. On n'a pas converti. Puis Matt Gay, 2 en 4, a raté le placement qui aurait pu donner la victoire en fin de quatrième quart du côté des Commanders. Puis finalement, c'est une grosse interception des Dolphins en prolongation sur le première passe, je pense, de Mariota de la prolongation qui a permis aux Dolphins Ouais. d'aller chercher le match. Jack Jones, justement sa célébration à la Cristiano Ronaldo par après. C'est ça, les Dolphins qui se sauvent, qui partent de Madrid avec une grosse victoire, puis qui, effectivement, je n'avais pas remarqué, tu fais bien de le mentionner, leur calendrier des 4 prochains matchs. Est-ce qu'il va y avoir, parce que c'est serré là, quand même dans la AFC, des Ouais. équipes qui jouent pour 500, il y en a plusieurs. Donc, si on est capable d'aller chercher, d'aller coller 4 victoires, une cinquième peut-être avec celle de cette fin de semaine. Ouais, les Dolphins, c'est pas fini. Je les avais enterrés, moi, il y a quelques semaines, puis là, finalement, il faut peut-être les déterrer. Pas parce qu'on était à Madrid, mais le placement de Matt Gay à la fin du quatrième quart, tu dirais-tu qu'il était parti paella? Paella? OK. Pas est là. Ah, d'accord, oui. Ah, c'est portugais, par On n'a pas exemple, je d'effet pense, hein? sonore, Ça marche Guillaume, hein, pas? pour. Non? Je pense que c'est portugais. Mais pour revenir rapidement sur les Commanders, je m'attendais à ce que les Dolphins marquent beaucoup plus de points. En tant que propriétaire fantasy de Jalen Waddle, de Devon Achane, je pensais que ça allait être un festin parce que la défense des Commanders était classée 29e avant la rencontre. Et on a appris que c'était Dan Quinn qui, pour la première fois, bon, appelait les jeux en Mhm. défense. Je pense qu'on devrait continuer ainsi parce qu'on a plié, mais on n'a pas cassé vraiment durant toute la rencontre. Ça a pris une erreur de Mariota, comme on en a parlé, pour que les Dolphins l'emportent. On a mieux paru, on avait meilleure mine là, en défense du côté des Commanders. C'est peut-être un point à retenir là, à ce niveau. Ah, exact, je suis Donc, entièrement les d'accord. Lions. Puis c'est ça. Manque d'opportunisme aussi du côté des Dolphins, mais la meilleure équipe, je pense, a gagné au final quand même. Ça a tout pris. Donc, je m'étais dit, comme on enregistre mardi, on pourrait faire le match du dimanche soir aussi, en parler, en me disant que ça allait être un match de tous les instants, un festival offensif potentiel entre les Eagles et les Lions, deux bonnes attaques. Finalement, ça a été un match, on va se le dire, un peu plate, un peu ennuyant. Euh, on retient de ce match-là, les Eagles l'ont emporté 16-9, ont limité les Lions à 9 points. Ce qu'on retient de ce match-là, c'est la défense des Eagles. Depuis 2 semaines, là, c'est une toute autre défense. On a un visage. Depuis l'acquisition de Jalen Phillips qu'on a été chercher contre un shot de troisième ronde aux Dolphins, vraiment, c'est la clé qui a débloqué là, ou qui a débarré quelque chose en défense. Nakobe Dean est incroyable. Je pense que la défense des Eagles, là, on a retrouvé nos lettres de noblesse, puis on est prête là, pour une fin de saison vraiment endiablée. L'attaque laisse à le désirer, mais vraiment, la défense, comme je l'ai dit, la défense des Eagles, elle a été tout simplement incroyable dans ce match. Euh, exact. Et puis, c'est plate. Le match est terminé un peu en queue de poisson là, sur une pénalité un peu douteuse justement des Lions. Je sais que toi, tu es un gros fan des Eagles. Je sais pas, est-ce qu'on. Entièrement d'accord avec toi, l'identité de ce match-là, de cette équipe-là, c'est la défense cette année. Puis ça leur a permis, tu sais, 16-9, là, on Ouais. est en droit de s'attendre à beaucoup de points marqués. On est en droit de s'attendre à ce que l'attaque des Lions teste au moins un peu plus la défense des Eagles. Ça n'a pas nécessairement été le cas. Beaucoup de passes échappées aussi. Euh, Ils L'exécution vantaient n'était pas beaucoup. vraiment au rendez-vous. Ouais, l'exécution n'était pas au rendez-vous du côté des Lions. À un moment donné, je regarde les stats. Je regardais évidemment la Coupe Grey en parallèle et tout ça. Puis je regarde les stats. Jameer Gibbs n'avait absolument rien dans cette rencontre-là. Finalement, a fini avec un bon match parce qu'il il est allé chercher des bons gains au quatrième quart. Mais
On a muselé surtout, on a vraiment muselé les gros canons. Amon-Ra St. Brown de presque rien dans ce match-là. On a muselé les gros canons des Lions. Très décevant, l'attaque des Lions. Ouais. Donc, il faut donner le crédit. Faut donner le crédit à la défense des Eagles, mais est-ce qu'on est capable d'aller gagner en éliminatoire, encore une fois, Ben, c'est ça le en problème. marquant en C'est ça le moyenne pro 16 points, en marquant juste 16 points dans une rencontre? ouais. Écoute, Jalen Hurts a obtenu moins de 200 verges dans un match par la passe pour la 6e fois de la saison. Mais je veux t'entendre peut-être. Je sais qu'il vantait là, à Philadelphie. C'était une soirée où il y avait beaucoup de vent. Mais on a quand même, les Lions ont été stoppés 5 fois en 4e essai. La question que je veux te Oui, c'est poser, vrai. c'est l'agressivité de Dan Campbell. Je sais que Dan Campbell va toujours y aller en 4e essai. Ça fait partie de lui. C'est ancré en lui. On ne le changera pas. Mais lorsque l'on voit que le scénario de match est un match défensif, c'est un match chaudement disputé, est-ce qu'on aurait pu prendre 3 points par-ci, par-là pour. Je comprends l'idée de toujours y aller et de faire confiance à son attaque, mais lorsque c'est un match de la sorte, le pointage est comme ça, est-ce qu'on pourrait y aller un peu plus au feeling et se dire, ouais, peut-être que 3 points dans cette situation-là, ça ne ferait pas de tort? Ouais, honnêtement, je suis d'accord. J'ai jamais. Je suis un fan de Dan Campbell. Je pense que c'est un des meilleurs coachs de la ligue. Je pense que c'est un gars que ses joueurs adorent aussi. Mais, euh, mais ouais, je suis hyper agressivité. Des fois, c'est pas bon. En même temps, tu sais à quoi t'attends. Tu sais, les gros fans des Lions l'adorent parce qu'ils disent au moins on gagne ou on perd de cette façon-là. Il n'y a pas de zone grise. Euh, Puis on en gagne plus qu'on en perd en général avec ce type d'agressivité-là. Mais dans le match d'hier, puis dans des matchs importants, puis en éliminatoire aussi, tu sais, Dan Campbell connaît beaucoup de succès en saison régulière, amène son équipe en éliminatoire depuis quelques années maintenant, mais on s'est jamais rendu jusqu'au bout, tu sais. Donc, ce type de coaching-là n'a jamais vraiment fonctionné en éliminatoire ou dans des gros matchs importants. Puis Ouais. hier, c'est un match typique où effectivement, ton attaque ne pourra pas marquer 50 points par rencontre. Puis à un moment donné, il va falloir aussi que tu ailles grappiller des points ici et là, puis que tu joues un peu que tu joues un match, tu sois prêt à gagner un match plate, entre guillemets. Et puis oui, oui, je suis d'accord que Dan Campbell devrait peut-être revoir sa stratégie. Je pense pas qu'il va le faire, par exemple. Je pense pas qu'il va le faire, ça fait assez longtemps qu'on le connaît. Mais je pense que Ouais. ça lui a coûté des matchs importants par le passé, à mes yeux. C'est dans ses veines. C'est dans ses veines, c'est pas Ouais. compliqué. Détroit également, 3-13 en troisième essai, c'est pour illustrer l'incroyable performance de la défense des Eagles. Et juste une petite note pour les Lions, on est présentement 6-4 et lors de nos 3 prochains matchs, on affronte les Packers et les Rams, entre autres, et les Cowboys. Hum. Ça pourrait se compliquer pour les Lions, qui le cru en début de saison, on les voyait déjà parmi les meilleures formations, les équipes aspirantes au Super Bowl. Ben, j'aimerais te remercier. On a fait le tour de cette semaine numéro 11 dans la NFL. Il reste un match ce soir, Cowboys-Raiders. Ça va être en espérant. Écoute, je jouais contre Josh Allen dans notre fantasy. Il m'a fait 44 points. J'ai besoin de 57 points de Dak Prescott et de CeeDee Lamb. Ça se passera probablement pas. Mais sait-on jamais. Écoute, je te remercie d'avoir fait ça avec moi ce matin. Je vais aller soigner ma gorge. Puis, écoute, je te souhaite une bonne journée, puis en espérant qu'on puisse se reparler prochainement. T'embrasseras Camille et Delphine de ma part, mon cher ami. Yes, merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est tout pour nous. Passez une bonne semaine. On se revoit plus tard cette semaine pour un aperçu ou un avant-goût, disons, de la semaine numéro 12, déjà dans la NFL. Prenez soin de vous. À bientôt.